Si vous m'aviez demandé il y a 2 ans comment était ma relation avec mon père, j'aurais probablement haussé les épaules et dit quelque chose comme « c'est compliqué ». Mais ça n'aurait pas vraiment suffi. Je m'appelle Adrien. J'ai 28 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être le plan de secours dans ma propre famille. Pas l'enfant prodige, pas le favori, juste celui auquel on pense après coup. Le gars qui arrivait à l'heure, se taisait et ramassait les morceaux quand personne d'autre ne le voulait. C'était moi. Pour comprendre comment les choses sont devenues si tordues, il faut en savoir un peu plus sur ma famille. Nous n'étions pas pauvres en grandissant, mais nous ne nagions pas non plus dans l'argent. Mon père, Marc, travaillait dans le bâtiment, chef de chantier pendant la majeure partie de sa vie. Un homme travailleur, bien sûr, mais très vieille école, du genre à ne jamais montrer ses émotions, les hommes ne pleurent pas et tout ce qui va avec. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans. Pas un divorce tragique, juste un divorce discret. Elle a fait ses valises et a déménagé un jour pendant que nous étions à l'école. Elle a laissé un mot sur le réfrigérateur et n'a jamais regardé en arrière. Ma sœur Léa avait 14 ans à l'époque et depuis, papa l'a toujours traitée comme de la porcelaine, comme si elle était cette chose fragile et belle qui devait être protégée à tout prix. Je pense qu'il s'est toujours blâmé pour le départ de maman. Et dans son esprit, Léa était celle qui avait le plus souffert. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Vraiment. Mais grandir avec elle, c'était comme vivre à côté d'un soleil. Brillante, écrasante, toujours le centre de l'attention. Tout ce qu'elle faisait était spécial. Son projet d'art à l'école. Encadré et placé au-dessus de la cheminée. Mon trophée de l'expo science. Il prend la poussière dans une boîte quelque part. Elle est sortie avec un gars au lycée qui lui a brisé le cœur. Papa a failli conduire jusqu'à chez lui pour lui parler. Je me suis fait agresser derrière le gymnase en seconde et je suis rentré à la maison avec une lèvre fendue. Papa m'a dit de m'endurcir. Pourtant, je ne me suis pas plaint. Je n'étais pas du genre. Je me suis concentré sur l'école, j'ai obtenu une bourse, j'ai travaillé à temps partiel pour aider à payer les factures et j'ai déménagé dès que j'ai pu me le permettre. Je ne suis pas allé loin, toujours à Lyon, et je rendais visite régulièrement. Je ne gardais pas de rancune. Pas à l'époque, du moins, car au fond de moi, je pensais qu'un jour peut-être il me verrait. Me verrait vraiment. Pas seulement le fils qui s'en sortait bien, mais l'homme qui tenait en ses 2 jambes, qui travaillait dur et qui avait fait quelque chose de sa vie. Mais ce jour n'est jamais venu. Ou peut-être que si, mais pas de la manière que j'imaginais. Vous voyez, après l'université, j'ai décroché un bon poste de consultant en technologie de l'information. Je ne vais pas prétendre que j'étais un prodige, mais j'étais intelligent avec mon argent. J'ai appris très tôt que personne ne viendrait me sauver. Alors, je suis devenu mon propre filet de sécurité. À 25 ans, j'avais un revenu stable, un appartement décent et quelques investissements modestes. 1 an plus tard, j'ai acheté un duplex, une moitié pour moi, l'autre moitié louée. J'ai continué à grimper, et discrètement, sans en faire toute une histoire, j'ai commencé à aider papa. Ça a commencé modestement. Son toit avait besoin de réparation. J'avais quelques économies. Il a protesté, bien sûr, mais je lui ai dit que je préférais aider maintenant que plus tard. Puis il y a eu la plomberie, puis la nouvelle batterie de voiture, puis les courses quand il était juste cet hiver-là. Finalement, j'ai commencé à payer une partie de l'hypothèque. Il ne l'a jamais demandé directement, mais je pouvais voir le stress sur son visage. Alors, j'ai proposé, et chaque mois, comme une horloge, je lui envoyais une partie de mon salaire. Il n'a jamais dit merci. Pas en toutes lettres, mais j'ai supposé que c'était juste sa façon d'être. Pas très porté sur les émotions. Le truc, c'est que Léa n'a jamais aidé financièrement. Pas une seule fois. Elle a vécu avec papa jusque bien après ses 20 ans, a changé de boulot, est retournée à l'école pour quelque chose qu'elle n'a jamais fini, et maintenant elle est créatrice de contenu, ce qui signifie apparemment qu'elle publie des critiques de produits et des poses de yoga en ligne. Papa appelait ça son entreprise. Elle se disait entrepreneur. Je me suis tu. Ce n'était pas ma place, me disais-je. Et peut-être que j'y ai cru pendant un moment, mais les choses ont commencé à changer il y a environ 6 mois. Léa a finalement déménagé, mais pas dans son propre appartement. Non. Dans un appartement chic dans un gratte-ciel qu'une amie sous-louait pendant un voyage. Elle a organisé une pendaison de crémaillère et a invité tout le monde sauf moi. Elle a dit que c'était une soirée réservée aux filles,
mais elle a posté des photos avec un tas de gars là-bas. Peu importe. J'ai encore laissé passer. Puis papa a commencé à faire des commentaires. Des petits, à peine perceptibles au début, comme quand j'ai mentionné que mon travail était stressant. Et il a dit, eh bien, tu n'es pas le seul à travailler. Tu sais, ta sœur a 3 contrats de marque ce mois-ci. Ou quand je suis passé après une longue semaine. Et il a dit, Léa est passée hier. Elle a apporté des biscuits. A dit qu'elle pensait lancer sa propre ligne de pâtisserie. Je hochais la tête, souriais, faisais semblant que ce n'était pas la chose la plus ridicule que j'avais entendue. Mais ça a empiré. Un soir, il y a quelques semaines, je suis passé après le travail. J'étais fatigué, affamé, et je voulais juste prendre des nouvelles. Léa était déjà là, affalée sur le canapé comme si l'endroit lui appartenait, faisant défiler son téléphone. Papa était dans la cuisine en train de faire frire quelque chose qui sentait vaguement le brûler. J'ai dit, salut. Personne n'a répondu. Journée difficile? Ai-je demandé, essayant de briser la tension étrange. Papa a grogné. Léa pense à lancer un podcast, a-t-il dit comme si c'était une réussite monumentale. Cool, ai-je dit. C'est sur quoi? La vie, la famille, le bien-être, des trucs comme ça. Léa n'a même pas levé les yeux. Tu ne comprendrais pas, j'ai mordu ma langue, n'est-ce pas? Nous nous sommes assis pour manger et à mi-chemin, papa s'est tourné vers moi et a dit, tu sais, ta sœur est vraiment en train de faire quelque chose d'elle. Je suis fier d'elle. J'ai attendu. Rien d'autre n'est venu. Juste ça. Aucune reconnaissance que j'avais aidé à payer les factures dans cette même maison. Aucun signe de tête pour les années de soutien discret. Juste Léa. Toujours Léa. Puis est venue la goutte d'eau qui a tout fait déborder. Dimanche dernier, nous étions tous chez papa pour dîner. Événement rare. J'avais apporté des steaks, pensant leur faire plaisir à tous les deux. Léa est arrivée avec 1 heure de retard, portant des lunettes de soleil de créateur ridicule à l'intérieur, disant qu'elle se détoxifiait de la lumière des écrans. Je ne sais pas. J'ai fait griller la viande, fait la conversation, essayé de garder les choses légères. Mais pendant tout ce temps, papa n'arrêtait pas de m'interrompre pour demander à Léa des nouvelles de ses chiffres sur les réseaux sociaux, de sa dernière collaboration, ou de n'importe quelle autre absurdité qu'elle débitait. Finalement, j'ai craqué. Je parlais d'un projet au travail. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose dont j'étais fier. Et papa m'a coupé en plein milieu de ma phrase. Léa, as-tu déjà pensé à lancer ta propre ligne de soins de la peau? Je parie que les gens adoreraient ça. J'ai posé ma fourchette. Papa, j'étais en train de parler. Il ne m'a même pas regardé. Oui, mais ça, c'est important. Quelque chose en moi a basculé. Bien sûr que ça l'est, ai-je dit, plus calmement maintenant. Ça l'est toujours quand il s'agit d'elle. C'est alors qu'il s'est tourné. M'a vraiment regardé dans les yeux. Ne commence pas, Adrien. Tu sais qu'elle a eu la vie plus dure que toi. Je l'ai fixée. Comment ça, exactement? Elle a perdu sa mère. Nous l'avons tous les deux perdue. Il a secoué la tête comme si je ne comprenais pas, elle a toujours été plus sensible. Elle a besoin de plus de soutien. Et moi, je suppose que je ne suis que la facture d'électricité? C'est là qu'il a explosé. Tu passeras toujours après ta sœur. C'est comme ça, un point c'est tout. Il a dit ça comme si c'était un fait. Comme la gravité. Comme la mort. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai juste souri, je me suis levé et j'ai dit doucement, alors, laisse-la payer ton hypothèque. J'ai fini. Son visage n'a pas tout de suite enregistré ce que je voulais dire. Mais Léa a levé les yeux écarquillés. 1 heure plus tard, après être rentré chez moi et avoir ignoré 5 appels manqués, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai décroché. La voix de papa à l'autre bout du fil était différente. Tremblante, faible. Attends, c'est toi qui payais? Mon fils, parlons-en. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que pour la première fois de ma vie, il ressemblait à un homme qui réalisait enfin ce qu'il avait pris pour acquis. Et je n'étais pas sûr d'être prêt à pardonner ça. Je ne l'ai pas rappelé ce soir-là. Je n'ai pas envoyé de message.
Je n'ai pas répondu aux 3 autres messages vocaux qui sont arrivés avant minuit, le dernier étant étrangement pâteux, comme s'il avait ouvert cette bouteille de whisky qu'il gardait habituellement pour les occasions spéciales. Je suis juste resté assis sur le bord de mon lit dans la pénombre, le téléphone vibrant à côté de moi, le cœur battant dans un étrange mélange de rage, d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à du chagrin. Pas le chagrin de perdre quelqu'un. Non, c'était le chagrin de réaliser qu'ils n'avaient jamais vraiment été qui vous pensiez qu'ils étaient en premier lieu. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment une seule phrase peut renverser toute l'histoire? Tu passeras toujours après ta sœur. Juste quelques mots, mais ils ont frappé comme un train de marchandises. Pas parce que je ne le savais pas déjà. Au fond de moi, je pense que je l'ai toujours su, mais parce qu'il l'a finalement dit à voix haute, sans faux semblant, sans excuse, sans me laisser la possibilité de faire semblant du contraire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé à regarder le plafond, les mots résonnant comme s'ils étaient gravés sur les murs. Le matin, j'avais pris une décision. Je n'allais plus être le fils silencieux. Fini les virements mensuels. Fini les visites discrètes avec des courses ou des cadeaux. Fini le support technique gratuit pour la marque en ligne de Léa. J'en avais fini. S'il voulait me traiter comme une pensée après coup, il pourrait sentir ce que c'était que la vie sans moi pour combler les fissures, sans moi pour garder les lumières allumées, au sens propre comme au figuré. J'ai bloqué le numéro de papa pendant une semaine. Mesquin, peut-être, mais j'avais besoin d'espace. Et dans cet espace, quelque chose s'est produit qui m'a surpris. J'ai commencé à me sentir plus léger. Le poids que j'avais porté pendant des années, celui de l'obligation, d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement, a commencé à se soulever. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je cuisinais pour moi, je regardais de mauvais sitcoms, et pour une fois, je ne me sentais pas coupable d'exister, tout simplement. Mais la paix dans ma famille ne dure jamais. Ça a recommencé par un coup à ma porte. J'habite dans un duplex, vous vous souvenez? La partie locative venait d'être libérée. Les locataires étaient partis plus tôt, rompant le bail, mais ça ne me dérangeait pas. C'étaient des gens corrects qui communiquaient, et j'ai pensé que je prendrais mon temps pour trouver les prochains locataires, peut-être même rénover un peu. Je n'en avais parlé à personne encore, et certainement pas à Léa. Alors, quand j'ai ouvert la porte un jeudi après-midi, je travaillais de la maison et les trouvais là, debout avec une pile de boîtes dans les bras et des lunettes de soleil perchées sur la tête, je suis resté figé. Oh, bien. Tu es là, a-t-elle dit, passant devant moi comme si l'endroit lui appartenait. J'ai cligné des yeux. Léa, qu'est-ce que tu fais? Elle est entrée, a posé les boîtes sur mon comptoir de cuisine et a expiré de façon dramatique. Papa a dit que je pouvais rester dans l'unité vide pendant que je règle quelques trucs. L'immeuble, tu sais, au centre-ville, ma sous-location. Oui, ils en ont besoin plus tôt. Un drame juridique. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu tout le courriel. Bref, ça tombe parfaitement. Je l'ai juste regardé fixement. Papa a dit que tu pouvais rester ici. Oui, a-t-elle dit comme si c'était évident. Il m'a dit que tu possédais l'endroit. Enfin, je le savais, mais il a aussi dit que ça ne te dérangerait pas. A dit que tu es toujours le responsable. Elle a souri. Ce sourire doux et inconscient qu'il avait probablement sorti d'une centaine de situations délicates. Léa, ai-je dit lentement. Ce n'est pas une chambre d'amis. C'est une location. Je ne l'ai proposée à personne encore. Et plus important encore, tu ne m'as pas demandé. Oh, allez. Elle a ricané. Ce n'est pas comme si j'étais une étrangère. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas me laisser être sans abri. J'ai juste besoin de quelques semaines, peut-être un mois, 2 au maximum. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tu n'es pas sans abri. Tu as des amis. Tu as la maison de papa. À cela, son sourire s'est estompé. Elle m'a regardé comme si je venais de donner un coup de pied à un chiot. Tu sais que ce n'est pas pareil. Cette maison tombe en ruine. La climatisation ne fonctionne même pas, j'ai croisé les bras. Oui, parce que j'ai arrêté de payer pour ça. Elle a cligné des yeux. Attends, tu as payé pour la climatisation? J'ai payé pour tout, Léa. Le toit, les charges, la moitié de l'hypothèque pendant 3 ans. Elle a ri comme si c'était la chose la plus stupide qu'elle ait jamais entendue. Pourquoi?
Il ne me l'a même jamais dit. Parce qu'il n'a jamais voulu que tu vois ce qu'il attendait de moi gratuitement, ai-je lâché. Parce qu'il savait que si tu réalisais que ça pourrait te coûter quelque chose. Un silence s'est étiré entre nous. Et puis, avec une moue, elle a dit, eh bien, c'est entre toi et papa. Ça n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Rien à voir avec toi, ai-je demandé. Tu débarques ici comme si tu étais chez toi. Tu ne demandes pas la permission. Tu t'attends à ce que tout te soit donné et tu penses que ça n'a aucun rapport? Elle a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Cet effort de café venant d'elle. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas mise dehors. Mais j'ai pris ses boîtes, les ai ramenées à la porte et j'ai dit, tu n'emménages pas. Pas maintenant. Jamais. Trouve un autre endroit. Elle est partie en trombe, marmonnant quelque chose sur mon égoïsme, et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Ce soir-là, le message est venu de papa, tu avais une chance de bien agir envers ta sœur. Une seule. J'espère que tu es fier de toi. Pas de salut. Pas de merci de nous avoir maintenus à flot pendant des années. Juste de la culpabilité pure et militante. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Mais bien sûr, il n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un se faisant passer pour moi s'était renseigné sur le refinancement du duplex. Le représentant du compte l'a signalé comme suspect parce que, vous venez habituellement en personne, monsieur Dubois. J'étais stupéfait. Je suis allé en personne, j'ai déposé une plainte, j'ai tout verrouillé plus solidement qu'un coffre-fort. Et oui, vous l'avez deviné. La demande provenait de l'adresse IP du domicile de mon père. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté avec ce fait comme si c'était une croûte que je ne pouvais m'empêcher de gratter. Il essayait de m'utiliser comme levier. Pourquoi? Pour Léa. Tout prenait sens alors. Les louanges, l'intérêt soudain pour ma propriété, laissaient Léa croire qu'elle pouvait emménager. Il n'a jamais vu ma maison comme la mienne. Il la voyait comme un plan de secours pour elle. Je pensais que c'était le point le plus bas. Ce n'était pas le cas. Le point le plus bas est arrivé le week-end suivant. Je déjeunais avec mon ami Damien, le genre de gars qui vous dit les choses en face et n'a aucun temps à perdre avec les drames. Nous nous racontions nos vies quand il s'est arrêté en plein milieu d'une bouchée et a dit « Eh, ce n'est pas ta sœur ?» Je me suis retourné. En effet, elle était là, Léa, assise à la terrasse d'un café chic, filmée par un gars avec un appareil photo réflexe numérique. Elle avait un micro attaché à sa robe et tenait un café comme si c'était une bouteille de parfum, au ralenti, le faisant tourner tout en souriant à la caméra. Damien a haussé un sourcil. Qu'est-ce qu'elle fait? Je le savais déjà. C'était son numéro d'influenceuse bien-être. Bien, assez inoffensif. Mais j'ai alors remarqué quelque chose. Derrière elle, installée pour être vue, il y avait une bannière imprimée, sur laquelle on pouvait lire « Immobilier Dubois présente. Retraite urbaine par Léa. » Prochainement. Je me suis levé, j'ai marché vers elle, calme, tranquille, mais bouillant à l'intérieur. Elle m'a vu et a immédiatement simulé un sourire. « Oh, salut, tu veux être dans la vidéo? » « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé en montrant la bannière. Elle a regardé son caméraman. « On peut couper. » Puis elle s'est retournée vers moi. Avec la même voix mielleuse. « C'est juste un truc promotionnel. Je lance une retraite bien-être. Tu sais, des événements éphémères, des expériences locales. J'ai pensé que le duplex pourrait être le premier emplacement. J'ai cligné des yeux. Celui où tu n'es pas autorisé à vivre. Oh, allez, a-t-elle gémi. C'est du marketing. J'utilise juste l'espace pour des photos. Papa a dit que tu comprendrais. A-t-il aussi dit que je couvrirais la responsabilité civile quand quelqu'un te poursuivra pour avoir glissé sur le porche? Tu es tellement négatif, Adrien. Sérieusement. C'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fond, pas de limite, pas de ligne qu'il ne franchirait pas s'il pensait que cela lui serait bénéfique. Je suis parti, sans dire un autre mot. Mais cette nuit-là, je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un document dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Une mise en demeure formelle, adressée à ma propre sœur. Je ne bluffais pas, et il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre.
Je n'ai pas envoyé la mise en demeure tout de suite. Cette nuit-là, je l'ai regardée pendant des heures. Je suis resté assis à mon bureau à la relire encore et encore. Le langage était clair, professionnel, pas personnel, juste assez juridique pour être pris au sérieux, mais pas si froid que j'avais l'impression de faire sauter le pont de manière irréparable. Mais même en planant au-dessus du bouton d'envoi, ma main tremblait. Parce que ce n'était pas juste une lettre. C'était une ligne tracée dans le sable. Jusque-là, j'avais toujours gardé l'espoir que les choses pourraient être réparées, que d'une manière ou d'une autre, après suffisamment d'années, suffisamment de sacrifices, suffisamment de secondes chances, mon père me verrait enfin pour qui j'étais. Pas le fils de secours, pas le portefeuille ambulant, mais une personne, un homme, son égal. Mais cette lettre fut le moment où j'ai finalement accepté la vérité. Il n'allait jamais changer. Alors j'ai cliqué sur envoyer. Les retombées ont été instantanées. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Des textos, des messages vocaux, même un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être mon père appelant du téléphone de son ami parce que je l'avais de nouveau bloqué. Les messages suivaient tous le même thème. Comment osais-je menacer ma propre famille? Comme j'étais ingrat après tout ce qu'il avait fait pour moi. Comment Léa essayait juste de construire quelque chose et que je le détruisais par dépit. Dépit. Ce mot a eu un effet différent. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'étais pas rancunier. J'étais libre. Mais bien sûr, ma famille ne le voyait pas de cette façon. J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était. Vraiment. Je me suis jeté dans le travail, j'ai dit oui à toutes les offres en freelance que j'avais repoussées, et j'ai même réservé un week-end de randonnée en solo, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Cette chose que j'avais maintenue ensemble pendant si longtemps. L'image de la famille, du devoir, d'être la personne la plus mature. Elle s'était brisée. Et à sa place, juste le silence. Pendant des semaines, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Ni de papa, ni de Léa, pas même d'un cousin éloigné qui envoyait des mèmes au groupe de discussion familiale. C'était comme si j'avais été effacé de l'existence. Et honnêtement, cette partie m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru, car même si l'attention avait toujours été déséquilibrée, c'était quand même de l'attention. C'était quand même quelque chose. Maintenant, je n'avais rien. Et ça, c'était le fond du trou. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Pas même quand j'étais enfant, en entendant la fermeture éclair de la valise de ma mère derrière une porte fermée. Pas même à l'université, en mangeant des nouilles instantanées sèches pour la 3e nuit consécutive tout en prétendant que mes bourses couvraient tout. Non, c'était différent. C'était la solitude du choix, de s'éloigner des gens qui étaient censés vous aimer et de réaliser qu'ils ne l'avaient jamais vraiment fait. Pas inconditionnellement, du moins. J'ai arrêté d'aller à mon supermarché habituel, je ne voulais pas risquer de tomber sur mon père. J'ai ignoré les amis communs qui demandaient « Et, est-ce que tout va bien avec ta famille ?» J'ai même refusé une promotion au travail parce que je n'arrivais pas à me concentrer assez longtemps pour feindre l'enthousiasme pendant les réunions. J'étais en pleine spirale et je le savais. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Un soir, environ un mois après avoir envoyé la lettre, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une enveloppe collée sur ma porte. Pas de nom, juste les mots « Je pensais que tu devrais voir ça ». À l'intérieur se trouvait une capture d'écran imprimée de la story Instagram de Léa de la veille. Elle avait posté une vidéo d'elle-même à une retraite, pas la mienne, heureusement, parlant de son parcours d'entrepreneur bien-être. Ce n'était pas nouveau, mais la légende en dessous a attiré mon attention. Tellement reconnaissante envers mon incroyable père et partenaire d'affaires pour avoir rendu ce rêve possible. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien financier. Famille d'abord bénie, partenaire d'affaires. Je suis resté dans mon entrée pendant 10 bonnes minutes. Ce papier flottant dans ma main alors que la signification s'imposait. Elle l'utilisait, non seulement émotionnellement, non seulement pour la validation, mais financièrement, et il la laissait faire. Tous ces mois, peut-être des années, où il m'avait dit qu'il avait des difficultés, que Léa cherchait sa voie, qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et pendant ce temps, elle l'utilisait comme un guichet automatique. Ce soir-là, je me suis versé un verre, je me suis assis sur ma terrasse arrière et j'ai tout laissé brûler. Pas physiquement, bien sûr, mais dans ma tête, j'ai mis le feu à toute la maison. Tous les mensonges, toutes les attentes, toute la culpabilité que j'avais portée pendant des années. J'ai imaginé tout cela partir en fumée.
Et au lever du soleil, je n'étais plus en colère. J'étais lucide. Il était temps de reconstruire. La première chose que j'ai faite a été de couper tous les liens financiers avec mon père. Je veux dire, absolument tout. J'ai appelé la banque et confirmé que je n'étais plus co-signataire de sa ligne de crédit d'urgence, une faveur temporaire d'il y a 2 ans que j'avais complètement oubliée. J'ai supprimé mon accès au compte de service public commun, un autre vestige de l'époque où je payais les factures en son nom. J'ai même fait rédiger par un avocat un avis formel de délimitation de propriété à déposer auprès de la ville, juste au cas où quelqu'un s'amuserait à nouveau avec les permis d'exploitation. Ensuite, je me suis concentré sur moi. J'ai remanié mon site web de consultant, une chose que j'avais repoussée pendant des mois, j'ai engagé un designer pour le nettoyer, j'ai ajouté des témoignages d'anciens clients et je me suis spécialisé dans mon créneau, l'infrastructure des petites entreprises. En 3 semaines, j'avais 5 nouveaux clients. À la 5e semaine, j'étais complet pour 2 mois. J'ai doublé mes tarifs. Personne n'a bronché. Avec les revenus supplémentaires, j'ai commencé les rénovations de l'unité locative. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'en avais envie. J'ai remplacé les sols, modernisé la cuisine, installé des thermostats intelligents et même construit une petite terrasse extérieure. Pas pour les invités. Pour moi. Parce que pour une fois, je voulais faire quelque chose qui me plaisait, pas quelque chose pour impressionner mon père ou gagner une parcelle de son approbation. Et vous savez quoi? C'était bien. Mieux que bien. C'était à moi. Mais reconstruire ne concerne pas seulement l'argent. C'est une question de valeur. Et cette partie, cela a pris du temps. J'ai commencé une thérapie. Oui. Le gars qui s'était endurci à travers tout s'est finalement assis sur un canapé et a parlé. Il s'avère que porter le fardeau émotionnel de sa famille pendant 20 ans fait des choses à une personne. J'ai appris ce qu'est l'enchevêtrement, l'amour conditionnel, la manière dont j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner des miettes d'affection en surperformant. Et puis j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de réparer les ordinateurs portables des gens comme une faveur. J'ai arrêté de répondre aux textos tard le soir qui disaient « Eh frérot, une petite question sur la connexion sans fil ». J'ai arrêté de me présenter par culpabilité. Et lentement, j'ai commencé à me présenter pour moi-même. J'ai renoué avec de vieux amis, j'ai pris des week-ends de congé, j'ai eu quelques rendez-vous maladroits, j'ai même rejoint un club de lecture local, principalement des femmes plus âgées et des enseignants à la retraite, mais elles avaient du bon vin et de meilleures histoires. Plus j'investissais en moi-même, plus je réalisais à quel point mon ancienne vie avait été petite, à quel point je m'étais rétréci pour m'adapter au rôle que ma famille m'avait taillé, et comment je n'avais plus à y vivre. Mais guérir ne signifie pas oublier. Environ 3 mois après la mise en demeure, j'ai reçu un appel de mon oncle Pierre, le frère aîné de mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, principalement parce que Pierre vivait à l'autre bout de la France et se tenait à l'écart des drames familiaux, mais il avait entendu des choses et il avait des questions. « Tu as vraiment arrêté de payer pour la maison? » « Oui. »« Et Léa a essayé d'emménager dans ta location sans te le demander? » Il a sifflé. « Mince, c'est froid. » J'ai attendu, m'attendant à un sermon, mais au lieu de cela, il a ri. « Il était temps que quelqu'un dise non à ton père, a-t-il dit. Tu sais qu'il m'a appelé le mois dernier pour me demander un prêt? » J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Il n'a pas dit pourquoi. Juste que c'était urgent et que Adrien est difficile. Il a fait une pause. Je lui ai dit de vendre sa voiture s'il était si désespéré. L'a-t-il fait? J'ai pensé à l'Alpine à 110 immaculée de papa. Celle qu'il ne m'a jamais laissé conduire. Pas même une seule fois. J'en doute. Pierre a gloussé. Ça ne m'étonne pas, cet appel m'est resté en tête. Non pas à cause de l'Alpine, mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que les fissures n'étaient pas seulement visibles pour moi. D'autres personnes commençaient à les voir aussi. Et ces fissures, elles étaient sur le point de s'ouvrir en grand. Parce que ce que je ne savais pas, ce qu'aucun de nous ne savait encore, c'est que la soi-disant entreprise de Léa. C'était un château de cartes, et il était sur le point de s'effondrer. Ça a commencé par une notification. Tard un soir, j'étais assis à mon bureau, les factures faites, une tasse de thé à la main. Une de ces soirées tranquilles où le monde semble enfin, heureusement, silencieux. Je naviguais sur LinkedIn, de tous les endroits possibles, répondant à une demande d'un client qui voulait qu'un extrait de témoignage soit présenté sur la page de son entreprise.
Et c'est là que je l'ai vue, juste sous, personne que vous pourriez connaître. Olivia Dubois, fondatrice et présidente directrice générale chez Retraite Urbaine par Léa. Ce n'était pas la partie choquante. Ce qui était choquant, c'est ce qui suivait. Son slogan disait « Construire un empire du bien-être grâce à des expériences holistiques et des investissements immobiliers à court terme ». Premier emplacement pleinement opérationnel, expansion en cours, ouvert au partenariat. Investissements immobiliers à court terme, premier emplacement. J'ai cliqué, le pouce accélérant. Là, juste dans sa section d'expérience, elle avait listé le duplex. Mon duplex. Transformer une location délabrée en une retraite bien-être haut de gamme pour les créateurs, les entrepreneurs et les influenceurs axés sur la pleine conscience, la découverte de soi et les collaborations de marques organisées. A accueilli plus de 40 invités payants et 12 événements sponsorisés par des clients. J'ai regardé l'écran pendant une minute entière, la bouche sèche. 40 invités, des événements sponsorisés. Elle monétisait ma propriété, ou du moins prétendait le faire, et l'exhibait comme sa réussite. La photo qu'elle avait postée, soignée, de marque, rayonnant d'un éclairage doux et de coussins pastel. Ma terrasse, ma cuisine rénovée, le même maudit ensemble de patios que j'avais construit de mes propres mains l'été dernier, maintenant rebaptisé son jardin zen. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un lien en bas, article de presse. J'ai cliqué. 2 articles en ligne sont apparus. Rien de majeur, des blogs de style de vie locaux, du baratin d'influenceurs, mais les deux la présentaient comme une entrepreneur montante, et les deux déclaraient explicitement que sa famille avait soutenu son entreprise en co-signant la propriété à son nom. Laissez-moi répéter cela. Co-signé à son nom. J'avais l'impression d'étouffer. Il ne s'agissait plus d'un drame familial. C'était du vol, de la fraude, une fausse représentation publique de ma propriété, de mon argent, de mes efforts. Et cela a allumé en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce feu froid et concentré de la clarté. La vengeance n'est pas seulement de la rage. Pas la bonne en tout cas. La vraie vengeance, celle qui change tout, vient de la patience, de la précision, de la planification, et j'en avais fini d'être le fils silencieux dans le coin. Il était temps qu'il voie à quoi je ressemblais quand j'arrêtais de me retenir. Phase 1, collecte d'informations. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Simon, un vieil ami d'université devenu avocat immobilier qui m'avait aidé avec quelques contrats de location par le passé. J'ai expliqué la situation, en gardant ma voix égale, juste les faits. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Tu as des documents prouvant la propriété. » Tout, ai-je dit. L'acte de propriété, les permis de rénovation, les reçus, tout. Et tu ne l'as jamais autorisé à exploiter une entreprise depuis ton unité? Jamais. Elle n'était même pas autorisée à y vivre. D'accord, a-t-il dit. Alors tu as un levier. Un vrai levier. Nous nous sommes rencontrés ce vendredi-là. Il a amené un parajuriste. Nous avons examiné les captures d'écran, recoupé les déclarations publiques, et même extrait des photos de la propriété de ces articles de presse et les avons superposés à mes factures de rénovation. C'était béton. Elle ne fait pas que mentir, a dit Simon. Elle s'est potentiellement exposée, ainsi que ton père s'il est listé sur quoi que ce soit, à une responsabilité civile. Cela a attiré mon attention. Comment ça? Si elle a accueilli des invités payants dans une résidence non zonée pour ce type d'activité et que quelque chose tourne mal, une glissade, une blessure, n'importe quoi, tu pourrais être tenu pour responsable. À moins, bien sûr, que nous tracions une ligne très publique entre toi et elle. Ligne publique. J'aimais le son de ça. Phase 2, la frappe silencieuse. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je devais savoir jusqu'où allait le trou. Alors, j'ai commencé à fouiner. J'ai créé un faux compte. Rien de louche, juste un courriel jetable propre avec un nom d'utilisateur vague et j'ai envoyé un message à son profil professionnel pour demander la disponibilité de la retraite. La réponse est arrivée en quelques heures. Salut ma belle, merci de m'avoir contacté. Nous prenons actuellement les réservations pour le week-end de détox des créateurs de septembre. 3 nuits, yoga, journal guidé, session de tableau de vision de marque, tous repas inclus, 500 € par personne, place limitée à 8 invités. 8 invités dans un duplex de 2 chambres. Même avec un canapé lit. C'était absurde. J'ai répondu en demandant des photos de l'espace.
Elle a envoyé les mêmes que celles de l'article, avec une fausse marque et un logo en filigrane. Mais c'est là que ça devient fou. En bas de son message, elle a inclus un lien vers un document pour le paiement et les formulaires de décharge. J'ai cliqué. Le formulaire de décharge était un désastre, juridiquement nul, probablement volé sur un site de modèle. Mais le lien de paiement, lui, menait à son compte Lydia personnel, pas un compte d'entreprise, pas un processeur de paiement, juste le nom de Léa avec de petites paillettes autour et l'emoji d'une femme en position du lotus comme photo de profil. Elle n'était pas seulement non professionnelle. Elle était imprudente. J'ai tout sauvegardé, fait des captures d'écran, des copies de sauvegarde, et je l'ai envoyé à Simon. Tu veux lui faire peur, a-t-il dit, ou l'enterrer? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. Je veux l'exposer. Mais pas encore. Parce que quelque chose me disait, un murmure au fond de ma tête, que ce terrier de lapin était plus profond. Et je n'avais pas tort. Phase 3, la trace écrite. Les semaines suivantes, j'ai gardé mes distances. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je ne me suis pas présenté aux réunions de famille. Je n'ai pas répondu à l'unique message vocal gênant de papa disant « Léa a mentionné que tu as été, contrarié. Peut-être qu'on peut parler bientôt. » Au lieu de cela, j'ai observé et attendu. J'ai vérifié les annonces immobilières. J'ai mis en place des alertes. Et bien sûr, un jour, c'est arrivé. Une plainte de zonage déposée anonymement mais enregistrée dans les registres de la ville. Utilisation illégale présumée d'une propriété résidentielle pour un hébergement commercial. Devinez de quelle adresse il s'agissait? La mienne. Mais voici le clou du spectacle. Je ne l'avais pas déposé. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Je l'ai montré à Simon. Ses sourcils se sont levés. On dirait qu'un voisin t'a devancé. Tu penses que ça va tenir? C'est un début, a-t-il dit. Ajoutons à la pile. Phase 4, le déclencheur. Maintenant, je connaissais Léa. Je savais qu'elle était audacieuse, arrogante et négligente, mais je savais aussi qu'elle ne pouvait pas résister au feu de la rampe. Alors, je lui en ai donné un. Je l'ai contactée, via le faux compte, et j'ai proposé de présenter sa retraite sur un nouveau blog bien-être que je lançais. Elle a mordu à l'hameçon instantanément. En 2 jours, elle avait envoyé un dossier de presse, des biographies, même une histoire de marque sur la façon dont elle et son père avaient travaillé sans relâche pour investir dans une propriété délabrée et la transformer en une oasis communautaire. J'ai failli rire. Presque. Mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai créé une fausse page d'accueil, propre, professionnelle, avec juste assez de fausses critiques pour paraître légitime, et j'ai publié son interview, complète avec ses propres mots, ses chiffres d'invités gonflés, et une citation directe sur l'investissement de notre argent familial dans l'entreprise. Puis j'ai envoyé l'article par courriel anonymement, bien sûr, à 3 bulletins d'information de petites entreprises locales, à 2 bureaux de zonage, et à une blogueuse de style de vie réputée pour dénicher les arnaques d'influenceurs. Je n'ai inclus aucun mensonge, juste ces mots et ses conséquences. Les dominos étaient maintenant alignés. Il ne fallait qu'une petite poussée. Et Léa, que Dieu la bénisse, me l'a donnée. Elle a publié une story de célébration sur Instagram quelques jours plus tard. Une coupe de champagne à la main. Riant avec 2 amis sur la terrasse de mon duplex. La légende, quand tu réalises que tu es trop puissante pour être arrêtée. J'ai lu ça, j'ai souri et j'ai ouvert ma boîte de réception. Parce que ce matin-là, j'avais reçu quelque chose de magnifique. Une lettre de mise en demeure qui lui était adressée, non pas de ma part cette fois, mais du bureau de la conformité résidentielle de la ville. Apparemment, quelqu'un avait retracé son annonce de retraite jusqu'à une activité commerciale non autorisée dans une zone résidentielle, ma zone, dans la ville. Il ne plaisantait pas. Ils lui ont donné 2 options. Payer une amende et cesser ses activités immédiatement, ou porter l'affaire devant les tribunaux et risquer des pénalités plus élevées. Quoi qu'il en soit, le mensonge s'effondrait. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir et d'attendre. Mais je n'avais pas encore fini. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement regarder quelqu'un tomber. C'est s'assurer qu'il sait pourquoi. La lettre a dû la frapper comme un train de marchandises. 3 jours après l'envoi de la mise en demeure de la ville, l'Instagram de Léa est devenu silencieux. Pas de nouvelles stories, pas de photos filtrées de toast à l'avocat ou de poses de yoga spontanées devant mon jardin de patio. Son dernier message,
une photo grand angle d'une table de brunch avec la légende, toujours en construction, a été soudainement inondée de commentaires. N'as-tu pas menti sur le fait de posséder la propriété? Attends, tu ne viens pas de recevoir une amende de la ville. Je savais que cette retraite était louche, ma fille. C'est la maison de quelqu'un d'autre. Ces réponses étaient soit supprimées, soit remplacées par un simple emoji. C'était tout Léa. Quand elle était acculée, elle jouait la carte de la décontraction. Prétendait que tout n'était que du bruit. Mais elle n'avait pas seulement été exposée. Elle avait été documentée, et sa propre arrogance m'avait fourni le suivi parfait. Je n'étais pas intéressé à la traîner en justice ou à la poursuivre pour de l'argent. À vrai dire, je me fichais qu'elle s'en sorte ou qu'elle décroche un contrat de marque la semaine suivante. Je ne la voulais pas ruiner. Je la voulais insignifiante. Je voulais que le monde qu'elle avait construit sur des mensonges, l'identité soignée, le faux empire, la gloire imméritée, s'effondre sous le poids de sa propre fiction. Alors, je suis resté silencieux. Je n'ai pas jubilé. Je ne l'ai pas contacté. J'ai juste regardé la roue tourner. D'abord, il y a eu le message d'excuse, un classique des influenceurs. Fond noir, police cursive blanche, langage doux. Je fais une pause des réseaux sociaux pour réfléchir et me réaligner avec mon but. J'ai fait des erreurs et j'apprends. Veuillez respecter mon parcours. Aucune mention de moi. Aucune reconnaissance des mensonges. Mais c'était bien. Son silence en disait plus long que n'importe quelle légende. Mais les vraies retombées ne se sont pas produites en ligne. Elles se sont produites à la maison. 2 semaines après sa disparition d'Internet, on a frappé à ma porte. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être l'instinct, m'a fait ouvrir. C'était papa, mais pas le papa que j'avais connu. Pas l'homme qui aboyait des ordres ou qui parcourait la maison en criant sur la loyauté et la fierté. Cette version semblait dégonflée. Les cheveux plus en désordre, la chemise froissée. Un homme qui avait finalement réalisé que son trône était fait de sable. Il est resté là un long moment avant de parler. « Salut Adrien. J'ai croisé les bras. Surpris que tu sois là. Je le mérite, a-t-il dit. » Le silence s'est étiré. Puis, presque à contre-cœur, il a ajouté, « J'ai entendu parler de la mise en demeure. » La ville a appelé la maison. Je n'ai rien dit. Il a baissé les yeux sur le porche. Tu sais, quand ta mère est partie. Je ne savais pas quoi faire. Léa pleurait tous les soirs. Elle mangeait à peine. Et toi? Eh bien, tu es juste devenu silencieux. J'ai gardé une expression neutre. Alors, tu as décidé de te racheter auprès d'elle en oubliant que j'existais. Ses yeux ont tressailli. Non, ce n'est pas, il s'est repris. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais c'est ce que tu as fait. Il a hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Rien que ça m'a choqué. L'homme qui se disputait pour un toast brûlé admettait enfin sa faute. Je n'arrêtais pas de penser, a-t-il poursuivi, si seulement je pouvais la protéger, la garder heureuse. Alors peut-être que je pourrais défaire ce qui s'est passé. Je pensais que si je lui donnais tout, elle ne se sentirait pas brisée. Et moi, alors? Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu n'avais besoin de rien. Tu as toujours été le plus fort. Silencieux, intelligent. J'ai supposé que tu t'en sortirais. J'ai expiré, un rire froid s'échappant de ma gorge. Tu sais ce qui est drôle? C'est exactement comme ça que les gens justifient la négligence. Il n'a pas argumenté, n'a pas offert d'excuses. Il est juste resté là, ravalant sa fierté comme si elle avait un goût de vinaigre. Je suis venu pour dire que je suis désolé, a-t-il dit. Pour tout. Je l'ai regardé fixement. Pour une fois, j'ai laissé le silence parler. Puis j'ai demandé, qu'est-il arrivé à Léa? Il a soupiré. Elle est de retour à la maison, à se morfondre, à se plaindre, à blâmer la culture de l'annulation. Ça semblait bien collé. Ses sponsors l'ont laissé tomber. Quelqu'un a posté des captures d'écran de ses formulaires de décharge, disant qu'elle faisait payer les gens pour des retraites sans licence appropriée. Une fille a même laissé entendre qu'elle pourrait la poursuivre en justice. Va-t-elle le faire? Non, je ne pense pas qu'elle puisse se payer un avocat. Un temps s'est écoulé. Puis papa a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre.
Elle m'a demandé de co-signer un prêt pour l'aider à repartir de zéro. A dit qu'elle devait refaire son image de marque. A dit que sa réputation avait pris un coup, mais qu'elle était toujours une visionnaire. J'ai reniflé. L'as-tu fait? Il m'a regardé avec les yeux fatigués d'un homme qui avait finalement réalisé qu'il creusait sa propre tombe depuis des années. J'ai dit non. Ça m'a surpris. Je lui ai dit que si elle voulait construire quelque chose, elle devrait le faire seule. Pas de cadeau, pas de raccourci. Il a fait une pause. Et puis elle m'a crié dessus, a dit que j'étais comme toi. J'ai haussé un sourcil. Ça, c'est nouveau. Elle le disait comme une insulte, a-t-il ajouté, la voix basse. Mais c'était la première fois que je le prenais comme un compliment. Nous sommes restés là un moment, père et fils, de part et d'autre d'une porte qui était restée fermée trop longtemps. Finalement, il a demandé, je peux entrer? J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Pas encore. Il n'a pas argumenté, n'a pas semblé offensé. Il a juste hoché la tête, a reculé et a dit, c'est juste. J'attendrai. Alors qu'il s'éloignait, je ne me suis pas senti triomphant. Je ne me suis pas senti vengeur. Je me suis senti propre, comme si j'avais rincé des années de culpabilité et que j'étais enfin sorti d'une tempête dans laquelle je ne réalisais pas que je me trouvais. 3 mois plus tard, j'ai loué l'unité du duplex à un jeune couple qui lançait sa première entreprise, une artiste locale et son partenaire, un thérapeute. Ils étaient gentils, professionnels, payés à temps. Ils ont peint la clôture arrière et planté des herbes dans le petit jardin que Léa utilisait autrefois comme décor. Ils ne l'ont pas rebaptisé. Ils y ont juste vécu, et c'était suffisant. 6 mois plus tard, j'ai donné une conférence lors d'une petite conférence technologique sur la réorientation de carrière et la construction de limites saines. Un ancien client m'a présenté comme le gars qui a sauvé notre entreprise et n'a jamais demandé de crédit. Ce n'était pas un grand événement, peut-être 30 personnes. Mais après, 2 d'entre elles sont venues me voir et m'ont demandé de les engager. L'une d'elles est maintenant un client régulier qui me paie mensuellement plus que ce que je gagnais en un trimestre entier. Et Léa, eh bien, sa carrière d'influenceuse ne s'est jamais remise. Elle a essayé de lancer un podcast. Il a duré 2 épisodes. A essayé de se reconvertir en coach de vie. Pas de succès. Sa dernière tentative a été une campagne Litchi intitulée « Soutenez une entrepreneur reconstruisant après la haine ». Elle a récolté 45 €. D'après ce que j'entends, elle a réemménagé avec papa. Poursuivant toujours quelque chose. Postant toujours des selfies filtrés comme si de rien n'était. Et papa, il m'envoie parfois des textos. Des cours. Juste, j'espère que tu vas bien. Ou, j'ai vu une alpine sur la route aujourd'hui. J'ai pensé à toi. Je ne réponds pas toujours, mais je ne les supprime pas non plus. Parce que certaines blessures cicatrisent et d'autres restent simplement ouvertes. Mais de toute façon, j'ai appris à marcher sans boiter. La dernière fois que je suis passé devant la maison de papa, j'ai remarqué quelque chose. La lumière du porche était éteinte. Pas cassée, juste éteinte. La cour était calme. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller frapper. J'avais déjà ma propre maison, ma propre lumière, et j'avais finalement appris que peu importe le bruit que fait le monde, il y a quelque chose de puissant à pouvoir fermer sa propre porte et choisir la paix.